Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, donc avec Maxime, Mathieu et moi-même pour vous parler de Supervision Cloud. Donc quelques infos pratiques avant que nous démarrions ce webinaire. Il va durer à peu près 30 minutes et nous garderons du temps pour répondre à toutes vos questions à la fin justement de cette présentation. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat durant la présentation et nous vous enverrons également à la fin du webinaire le replay par mail pour que vous puissiez justement le regarder si vous avez loupé des parties. Nous serons 12 aujourd'hui à vous présenter le webinaire autour de la supervision dans des environnements cloud. Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Maxime Poisson. Je suis Cloud Solution Architect chez Digora, en venant du milieu de l'infrastructure. Je travaille sur des sujets divers, sur AWS, Oracle Cloud Infrastructure, Azure, au sein de l'équipe Cloud chez Digora. Donc moi, je me présente également. Donc Aurélien Kiner, donc je suis Cloud Solution spécialiste chez Digora. Moi, je m'occupe de toute la partie avant-vente, marketing, commerce. Je suis là pour écouter, conseiller nos clients sur la stratégie cloud à adopter et pouvoir justement leur proposer nos différents services d'accompagnement que nous proposons, que nous allons voir également effectivement durant cette présentation. Donc dans ce webinaire, nous allons parler justement de supervision hybride, supervision multi-cloud, et également d'un use case d'un client grand compte qui nous a sollicité pour un move to cloud massif de ses workloads dans AWS et qui nous a challengé sur un mode de supervision automatisé et hybride s'appuyant sur les outils cloud et nos propres outils de supervision. Donc aujourd'hui, justement, la supervision des infrastructures et des applications est de plus en plus critique pour les entreprises. La diversité des plateformes, multi-cloud, le PaaS, il n'y a plus d'OS, la partie serverless, donc fonction à la demande, nous allons nous retrouver avec une multitude de briques et d'outils de supervision qui ne sont pas forcément agrégés et avec beaucoup de flux et beaucoup de data. Alors que les systèmes d'information se sont fortement cloudifiés durant ces dernières années, les entreprises doivent pouvoir évaluer quand même les performances de leurs fournisseurs de cloud, comme elles le font depuis toujours avec leurs propres infrastructures. La question est d'autant plus cruciale lorsqu'il s'agit d'applications qui sont directement hébergées dans le cloud public. La dégradation de la qualité d'un service PaaS ou IaaS, voire carrément son indisponibilité, peut en effet avoir des conséquences très dommageables sur l'activité. La supervision ou l'observabilité trouvent un sens dans ces environnements complexes et parfois hybrides. Donc, au niveau du sommaire, nous allons faire une rapide présentation de Digora. Ensuite, faire un focus sur qu'est-ce que la supervision, les avantages et les limites de la supervision native des CSP, donc des Cloud Service Providers, donc qui sont AWS, Azure, OCI ici, mais qui sont valables pour d'autres services cloud providers, type Alibaba, GCP par exemple. Comment assurer la disponibilité de vos infrastructures et de vos applications. Comment industrialiser la mise en place de sa supervision IT du cloud. Donc là, nous verrons le use case de notre client. Et on va parler également au-delà de la supervision. Donc, je vais me permettre, avant de commencer, de faire un rapide retour sur la stratégie de Digora, qui est marquée aujourd'hui par une évolution de l'expertise de base de données vers le data management ou la gestion des données, qui est un ensemble de pratiques, de procédures, de techniques et d'outils permettant de gérer les données d'une entreprise. Donc Digora en quelques chiffres, donc Digora existe depuis plus de 23 ans, s'est imposé aujourd'hui au travers de 9 agences, 550 clients et ses 140 collaborateurs. On est les experts leaders sur les environnements de base de données, qu'elles soient relationnelles ou NoSQL, tels que par exemple Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre ou MongoDB. Notre ambition est avant tout de répondre aux enjeux de nos clients autour des thèmes clés que sont la disponibilité, la performance, la sécurité du SI et l'innovation métier par la transformation numérique. Les stratégies d'offre de Digora sont multiples et basées aujourd'hui sur 5 piliers. Donc, identifier la gestion de vos données au travers de l'identification, la modélisation de vos données, l'étude, l'assessment, pour vous permettre d'avoir une cartographie en collaboration avec nos data scientists. La valorisation, qui consiste à collecter, stocker, analyser en temps réel et vous mettre à disposition des structures d'accueil type Data Lake. La sécurisation, afin de garantir la disponibilité, l'intégrité de vos données et sécuriser son usage. Opérer, afin de vous fournir justement l'énergie d'infrastructure, du cloud public, du cloud souverain et l'hybridation, et fournir les services d'exploitation ou de maintien en conditions opérationnelles. Et pour finir, piloter, pour maîtriser, prévoir vos dépenses IT, la partie licence, souscription, optimiser votre architecture IT et gagner en flexibilité
en vous proposant par exemple des usages type de la gouvernance FinOps. Alors, avant de plonger dans le cœur du sujet, on va déjà présenter notre vision de la supervision. La supervision, c'est déjà deux choses. Nous avons les métriques pour le suivi, pour une analyse de performance, pour faire des reporting et des dashboards qui nous permettent d'avoir un suivi des SLA, du capacity planning pour le futur, mais également du FinOps pour optimiser les coûts, avoir du right sizing sur les instances computes qu'on peut avoir, de l'optimisation. Nous avons également aussi une partie de journalisation /log, ça dépend si on parle anglais ou français, qui est utile pour l'analyse d'incidents ou la détection, pour certains cas. Mais dans tout ça, dans la supervision, il y a aussi une grosse couche de remontée unique d'alerte qui est importante, puisqu'il faut bien suivre, mais il faut avoir un suivi derrière des alertes pour que ça soit correctement traité, pour maintenir pour du maintien en conditions opérationnelles. Le meilleur outil qu'on puisse utiliser après derrière, c'est un outil TSM qui permet d'avoir une centralisation de la liste des ressources de services, avoir des processus de gestion des incidents et la documentation, notamment dans le cas d'un cloud hybride ou multi-cloud. Dans un cloud unique, vous pouvez l'avoir, tout retrouver dans la même console, mais dans une partie hybride ou multi-cloud, non. Donc ça, c'était une considération qu'il faut avoir, qu'il faut prendre en compte. En séparant cette partie journalisation et métrique, et là, selon le fournisseur de cloud, c'est pas toujours le même outil. Pour AWS, tout est dans CloudWatch. Mais pour Oracle Infrastructure, il sépare bien la partie monitoring de la partie logging. Savoir, même chose pour Azure. C'est une différence qu'on estimait importante à dénoter. Donc maintenant, on va pouvoir plonger plus en détail sur les avantages et la limite de la supervision native des CSP. Alors avant de plonger, alors là on va plonger très fort dans une partie un peu plus technique, mais on va vite y ressortir, c'est de comprendre quelles sont les limites induites par rapport à la technologie utilisée chez les CSP. Chez les CSP, en couche IaaS, donc ce qu'on appelle une machine virtuelle, et une machine virtuelle au sens d'un cloud service provider, c'est un mélange de CPU, de RAM et de stockage. Et eux, la première supervision qu'ils ont, c'est au niveau de la couche de virtualisation. Et au niveau de la couche de virtualisation, vous ne pouvez avoir que la quantité de CPU utilisée, la quantité de RAM et les IOPS sur le stockage. Ce qui est un peu plus limitant. C'est possible après d'avoir plus, avec l'utilisation d'un agent, on en reviendra après. Dans une couche PaaS, là, vous avez beaucoup plus de choses qui sont managées par le cloud service provider, et vous avez plus à vous concentrer sur les applications et les données. Par contre, vous n'avez pas forcément la vision directe sur ce qui se passe en dessous, puisque c'est managé par le cloud service provider. Voilà. Alors, pour avoir un cas concret de cette explication, pour EC2, donc Elastic Compute Cloud, qui est la partie IaaS de machine virtuelle chez AWS, la partie des sondes basiques, vous avez du CPU, voilà, les IO disques, le network, la disponibilité de l'instance, par défaut. Donc, super vite. Vous pouvez aussi avoir des sondes personnalisées qui commencent à être à facturation supplémentaire sur l'espace disque plus détaillé. Là, ça passe dans une couche système, donc c'est l'utilisation d'un agent pour avoir un peu plus de supervision des logs applicatifs au sein de l'instance, au sein du système d'exploitation, la surveillance de certains processus. Pour des sondes personnalisées, c'est possible, mais un peu plus compliqué. Et après, sur les événements planifiés par AWS, c'est là où il faut avoir des remontées aussi d'alerte sur qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi comprendre l'indisponibilité d'un service, avoir un créneau de maintenance. On a vu que parfois il fallait redémarrer les instances EC2 quand il y avait des failles sur le CPU qui avaient été découvertes. À contrario, une supervision externe, comme elle va passer directement dans l'OS, arrivera à avoir
toutes ces informations et même plus précises au départ, parce que l'utilisation du CPU, il n'y a pas forcément que l'utilisation totale qui peut être intéressante, c'est l'utilisation par processus pour diagnostiquer. On va passer à la photo suivante. Alors, après, là, on est parti sur le cas d'usage sur plutôt Amazon RDS, donc Relational Database Service, donc, qui est là, la base de données, mais plus en mode pass. Donc là, comme le Cloud Service Provider gère plus de couches, notamment la partie OS, là, il arrive à avoir beaucoup plus d'informations. Donc, tout ce qui est disque, CPU, mémoire, swap, tous ces métriques système, il les a. Par contre, les événements planifiés sont toujours de la même manière que pour EC2 soumis à une facturation supplémentaire. Et la supervision externe, elle pourra avoir certaines infos en se connectant à la base, mais les métriques système, elle n'a pas accès au système puisque managé par le Cloud Service Provider. Mais c'est retrouvable et intégrable dans cette supervision en passant par les API de CloudWatch, parce que c'est remis à disposition par une console. Et pour les éléments planifiés, mis à part le coût supplémentaire en utilisation de cette supervision externe, c'est gratuit là-dessus. Les avantages de la supervision native de CSP. Les avantages vraiment sympas. Dès le déploiement, vous avez une supervision de base, sans avoir cherché à faire plus d'opérations que nécessaire. Il y a une partie de journalisation, de collecte de log qui est déjà là. Alors, dans une partie GAS, ça va être plus limité, mais dans une partie PAS ou SAS, vous les avez directement visibles dans une console sans avoir besoin de gérer le stockage derrière. Donc, gérer le stockage, ça va être la volumétrie, la redondance, ce qui simplifie les rapports et avoir une vue unifiée au sein du même Cloud Service Provider. On peut également automatiser des tâches pour avoir de l'auto-remédiation, notamment avec du serverless, peut-être des fonctions as a service, au sens AWS, ça s'appelle Lambda. On va passer sur les limites ensuite. Les limites, c'est une voiture sans pilote. Dans le cadre de l'utilisation d'un seul CSP, vous pouvez utiliser ce système d'alerting. Mais dans le cadre de l'utilisation d'un cloud hybride, donc avec on-premise et un CSP ou du multi-cloud, le cas d'usage reste à peu près le même. Vous n'avez pas d'intégration en système d'alerting unique, c'est ce qui peut se poser la question. Vous avez là juste une supervision de base de l'instance compute. C'est possible avec un agent d'aller plus loin, mais il y a des limitations sur les versions disponibles, notamment quand on a des infrastructures legacy qui sont difficilement touchables parce qu'elles font partie des applicatifs line of business. Savoir que sur AWS, les alarmes sont toujours actives, donc ce qui peut provoquer des faux positifs. Parce que si vous faites une opération de maintenance et que vous avez quand même une alerte qui remonte, ça peut être compliqué à gérer. Après, il y a des coûts cachés. Des coûts cachés, c'est de base, vous avez une supervision qui a une fréquence toutes les 5 minutes, pour AWS, hein. On va rester sur ce cas-là. Mais si vous voulez une fréquence toutes les minutes, voilà, c'est soumis à facturation. Donc il faut bien se plonger dans les modèles de supervision de ces CSP qui ne sont pas si faciles à appréhender. Même si de base, ça paraît simple. Alors leur maîtrise est un peu plus compliquée. Par contre, dans tout ce qui ne parle pas, c'est d'une supervision applicative. On parle de supervision de ressources uniques, mais après intégrées, une chaîne applicative. Qu'est-ce qui nous intéresse au sein du business? C'est vraiment la disponibilité du service aux utilisateurs, pas d'une ressource. Et du coup, après, elles sont vraiment pensées pour l'utilisation d'un seul CSP, ce qui donne des zones de custom plus difficiles et bloque un peu pour l'utilisation d'un environnement multi-cloud. Et voilà. Et dans tout ça, si on commence à avoir du multi-cloud ou du on-premise, on peut se poser la question, est-ce qu'on aura deux systèmes de supervision à maintenir en parallèle? Comme on voit que si on veut utiliser de plus en plus les services PaaS ou SaaS d'un cloud service provider, il faut
il faut à un moment passer par les API, donc ils ne sont pas à exclure complètement. Mais l'intérêt, c'est de les intégrer dans une supervision externe et qui, elle, agrégera toutes ces informations venant de différents cloud service providers ou de votre vue on-premise pour avoir le meilleur des deux mondes. Et en plus, pouvoir agréger ça dans un flux de remontée unique, qui vous permettra d'avoir un contrôle centralisé de toute cette chaîne d'information. Parce que typiquement, un cas d'usage pourrait être les serveurs applicatifs chez Azure et après les parties bases de données chez Oracle Cloud avec leur nouvelle intégration. Merci Maxime pour ces informations. Nous allons voir maintenant donc, comment assurer la disponibilité des infrastructures, des applications. Petit rappel, hein, vous pouvez poser des questions dans le chat, justement, pour qu'on puisse y répondre à la fin si vous avez encore des interrogations par rapport à ce que vient de dire Maxime. Donc, avec l'apparition justement des nouvelles technologies et dans le but d'assurer la disponibilité des infras et des applications de nos clients, par exemple, Digora aussi, on s'est mis en place de plus en plus autour de la supervision. Donc, des applications conteneurisées type Docker, par exemple, avec l'avènement justement des conteneurs logiciels, la supervision de la performance des architectures est primordiale. Le taux de disponibilité, les temps d'accès, la fréquence de mise à jour, les temps moyens de résolution d'incidents. Dans l'univers des conteneurs logiciels, ces indicateurs de supervision ne sont finalement pas très différents de ceux utilisés jusqu'à ici pour analyser la santé des infrastructures informatiques dites, on va dire, historiques, dites on-premise et on va dire un petit peu anciennes. Mais contrairement aux serveurs physiques classiques ou virtuels, qui restent, on va dire, très statiques et qui ne bougent pas ou très peu, il n'y a pas de saisonnalité, il n'y a pas effectivement d'arrêt le week-end quand il n'est pas utilisé, cette nouvelle technologie de conteneurisation se traduit finalement par des architectures qui sont nettement plus dynamiques, ce qui rend beaucoup plus difficile finalement et complexe la mise en place de points de contrôle très fiables, d'où la nécessité, on va dire, de se faire accompagner pour la mise en place et d'avoir une supervision qui est, on va dire, très facilement malléable et à l'écoute des besoins clients. Au niveau des supervisions, pareil, des flux applicatifs, type Talent, Genio, un monitoring des flux de données, finalement, d'être aussi un outil qui doit être sur mesure et paramétré selon des besoins précis, selon vos besoins précis, pour avoir la volumétrie des flux de données en circulation, le nombre d'interfaces, par exemple, qui est active, la disponibilité finalement complète de votre application et pas juste de l'infrastructure, le temps de réponse des flux. Typiquement, on peut voir que tout le service, toute l'infrastructure peut être up, mais si on a un temps de réponse qui est complètement chaotique et à des minutes voire au lieu de secondes, cela peut avoir on va dire un ressenti utilisateur qui est complètement galvaudé par rapport finalement à cette supervision où tout va être vert. Donc, avoir une supervision également dite applicative de bout en bout et une supervision, on va dire, ressenti utilisateur est très important plutôt qu'une supervision dite historique. La supervision, effectivement, et l'observabilité doivent évoluer vers ce monde applicatif et métier en général. Un autre point qui est important d'une supervision, c'est son adaptabilité, comme j'ai dit juste avant. Donc, il faut avoir une supervision qui a un catalogue de sons qui est très large. Il faut pouvoir superviser en fait un ensemble et un panel allant d'une base de données jusqu'à un cluster Hadoop Hortonworks par exemple, en passant par de l'Elasticsearch. Et tout ceci dans une interface ou un outillage consolidé afin d'avoir de multiples outils, comme l'a très bien expliqué justement Maxime tout à l'heure, en disant que c'est bien d'avoir l'outil du CSP, l'outil on-premise, l'outil d'un éditeur tiers, mais s'il n'y a aucun interfaçage unique ou aucune remontée unique dans un ITSM, on va avoir plein d'écrans, plein de dashboards différents et remonter une information précise qui a de la valeur pour vous va être très compliqué. Si deux besoins sortent justement de ce champ, il faut aussi avoir une supervision, on va dire, qui peut être adaptative, donc en développant par exemple des sondes custom ou avoir de l'intelligence artificielle dans cette supervision. Et tout ceci, bien sûr, aujourd'hui, dans un cloud agnostique, n'importe quel cloud, la AWS, l'Azure, l'OCI, de l'Alibaba, encore plus avec des services SaaS, même s'ils sont déjà infogérés ou opérés directement par les cloud service providers, mais dans du monde IaaS, donc infrastructure, des mondes PaaS, plateforme as a service, il faut que ces supervisions soient vraiment complètes et, on va dire, adaptables au niveau des CSP.
Nous allons maintenant passer donc justement à un cas d'usage précis, donc comment industrialiser donc cette mise en place de supervision IT du cloud. Donc on va le voir au travers d'un use case que nous avons opéré, qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc on en a beaucoup parlé justement jusqu'à présent de supervision dans le sens large du terme, mais parfois pour mieux saisir un sujet, il faut le raccrocher à un cas d'usage réel. Donc on se positionne ici dans le cadre d'une migration complète ou quasi complète du système d'information dans le cloud ici, donc AWS, de l'un de nos clients, donc un grand compte qui est dans le secteur de l'énergie, qui était une démarche poussée par la direction. Donc l'utilisation des services de base de données éligibles à de l'automatisation et l'utilisation de RDS donc, a été très fortement poussée par la direction pour justement utiliser des services de base de données pseudo-managés justement dans RDS. Donc, toutes les bases qui n'étaient pas disponibles dans RDS sont basculées dans de l'Elastic Cloud Compute, donc dans l'EC2, dans du IaaS, avec de l'infrastructure et une base de données, on va dire, dite plus classique et pas packagée par Amazon. Donc, pour mener à bien cette migration dans le cloud, l'intégration de la supervision est fondamentale lors de la migration pour assurer donc, au mieux cette continuité de service. Nous avons de plus donc justement automatisé toute la migration de la supervision pour d'une part réduire le risque d'erreur humaine et d'autre part la rendre beaucoup plus rapide au vu de la volumétrie de la migration des environnements. On parle à peu près d'une migration qui est sur à peu près un an et demi avec une migration de plus de 1000 machines et des sprints mensuels d'environ une centaine de machines. Donc, ce qui fait qu'une supervision doit vraiment pouvoir être avant supprimée, mise en place rapidement sur les nouveaux environnements et sur ce qui reste on-premise, pouvoir quand même s'adapter. Donc, anciennement, nous opérions notre service d'administration et de supervision sur cet environnement on-premise. Durant la migration, qui aujourd'hui est un projet sur, comme je l'ai dit, à peu près 2 ans, un des retours positifs que le client nous fait, c'est justement l'adaptabilité de notre supervision. C'est qu'il y a aujourd'hui un niveau de service qui est identique avant, pendant et après la migration, grâce à un outillage unifié que nous proposons. Donc, l'utilisation d'un outillage hybride est couplé entre celui du CSP, donc ici CloudWatch, et externe notre supervision, permet de proposer justement cette valeur à ce client tout en ayant une vue financière sereine et qui n'évolue que très peu en fonction de chaque modification de paramétrage par exemple. Pour resituer un petit peu justement ce qu'il utilise, donc on utilise effectivement beaucoup d'applicatifs divers ainsi que divers types de bases de données en passant de l'Oracle Database, du SQL Server, du MySQL, du MongoDB, dans des services RDS, dans des services EC2. Voilà, donc il y a eu effectivement toute une supervision qui a dû s'adapter suivant l'utilisation de bases de données dans RDS ou d'applicatifs dans du PaaS et également dans la partie EC2 plutôt infrastructure où là effectivement une supervision classique peut potentiellement suffire. Donc, si nous allons plus précisément dans ce qu'il se passe, nous nous sommes appuyés, comme on a pu l'expliquer depuis le début de la présentation, sur les outils fournis par Amazon, donc ici CloudWatch. Donc, grâce à cela, nous avons pu faire finalement de la découverte automatique des nouvelles instances qui sont déployées par nos clients. Donc, directement, c'est lui qui fait les sprints, on l'accompagne. Et automatiquement, dès qu'il y a des tags associés d'Igora, donc toute la mécanique se fait dans notre outil de supervision. Donc, il y a effectivement un petit mécanisme qui tourne pour écouter finalement sur tout le tenant AWS de notre client qui est en place pour la découverte finalement des tags d'Igora et des SLA également associés. Donc, on a plusieurs tags différents suivant les SLA associés pour que ce soit juste de la supervision ou de l'administration. Et automatiquement, ces nouvelles machines ou ces machines qui se stoppent sont ajoutées ou supprimées en fait dans notre outil de supervision et mis au bon endroit au niveau du SLA. Pour rappel, la plupart justement de ces instances étaient dans du Amazon EC2 ou du RDS, donc du PaaS Amazon. Et c'est en s'appuyant finalement sur CloudWatch, donc la supervision Amazon et notre supervision, que nous avons pu construire, on va dire, une supervision hybride complète. Donc, typiquement, en utilisant les sondes CPU qui existent déjà, la CPU utilisation, le free memory, le free storage, et on a pu déployer finalement grâce au SDK AWS, au fil de l'eau, tous ces environnements et toute cette supervision. On a également pu activer la remontée d'informations automatiques des DB RDS via CloudWatch avec ce SDK dans notre supervision. Donc, on peut voir effectivement ici, avec les différentes flèches et les flèches qui sont bidirectionnelles, comment notre supervision a pu s'adapter et comment on a pu utiliser également la supervision de CloudWatch
pour avoir finalement une supervision qui est complète de bout en bout pour la chaîne de valeur du client. Nous avons un autre cas d'usage, donc également pour un de nos clients qui est déjà client chez Digora. Donc cette fois-ci, par rapport au use case numéro 1, où on l'accompagne toujours dans cette migration, c'est un client qui est déjà dans AWS, qui possède déjà ses propres infrastructures dans le cloud, donc notamment du Hortonworks et du Talent. Et on a justement développé pour lui des sondes custom pour ces applicatifs en question, en s'appuyant une nouvelle fois sur CloudWatch et sur notre supervision pour aller beaucoup plus loin au niveau de la chaîne de valeur, là où effectivement CloudWatch lui donnait déjà certaines informations, mais n'allait pas assez loin par rapport à sa chaîne de valeur et la partie applicative. Donc Digora, aujourd'hui, et le client possède une supervision complète qui lui va de bout en bout, donc au niveau de la partie Hortonworks, Hadoop et Talent. Donc on va de l'infrastructure jusqu'à la stack applicative. Nous allons passer maintenant donc au-delà de la supervision, parce qu'effectivement, il y a la supervision qui est très importante, mais pas que. On a développé des offres en rapport justement à cette supervision, où beaucoup de nos clients nous demandaient beaucoup plus de solutions que nous allons voir effectivement dans les prochains slides. Donc on va dire qu'historiquement, Digora proposait, on va dire, une stack classique, donc de service managé, où on proposait plusieurs briques, donc de la gouvernance, de l'exploitation, du maintien en conditions opérationnelles avec de la supervision et du maintien en conditions opérationnelles avec de l'administration. On a pu le voir qu'avec les premiers clients qui passaient dans le cloud, cette gestion finalement de cloud s'opérait aussi à travers l'interface finalement du cloud provider. Donc typiquement, beaucoup d'outils et beaucoup on va dire de tâches se fait à travers cette console que historiquement faisaient directement les clients avec les propres équipes internes. Donc si ces équipes internes n'ont pas effectivement la connaissance, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers l'interface du Cloud Service Provider, l'ajout de stockage, la partie réseau, la partie sauvegarde qui s'infogère directement à travers cette interface. Donc on a développé ce qu'on appelle nous une service de Cloud Opéré qui permet justement de rajouter cette notion d'utilisation du tenant pour pouvoir en fait proposer une gestion complète à nos clients qui n'ont pas forcément les compétences ou l'envie de monter en compétences sur cette notion des Cloud Service Providers. Donc, ils utilisent le service Digora comme un peu du SaaS pratiquement complet où on s'occupe du cloud, on s'occupe de la supervision, de l'administration, des bases de données, de l'infrastructure et la partie métier applicative, c'est le client qui s'en occupe. En plus de cela, nous avons aussi également une gestion FinOps que nous allons détailler juste après. Donc, on va dire, pour aller un petit peu plus haut, donc Digora a déployé, on va dire, 3 briques qui permettent d'accompagner et d'opérer justement cette valeur au niveau de la supervision, au niveau de l'assessment, donc de l'étude, et au niveau du FinOps. Le FinOps, c'est une brique aujourd'hui qui est très importante pour nos clients, qui est très importante également pour Digora. C'est la gestion, finalement, l'optimisation de vos ressources cloud. Beaucoup de nos clients nous disent effectivement c'est bien d'aller dans le cloud, mais j'ai aucune maîtrise budgétaire. Donc la partie FinOps, qui est on va dire la partie financière et opération, donc on vous met à disposition donc, dans une brique donc, qui peut être du projet ou vraiment du mode run, donc une brique de FinOps qui est là on va dire pour maîtriser justement l'utilisation de vos clouds, l'utilisation de vos ressources, l'exploitation des services que vous avez et on va dire vous garantir une certaine stabilité financière. Il y a aussi toute une gouvernance qu'on va vous apporter, donc où effectivement avant vos équipes IT développement pouvaient à la volée créer des bases de données sur les infrastructures on-premise, il n'y avait aucun coût caché ou associé en plus. Là où dans du cloud, si on active une base de données avec toutes les options disponibles, ça peut revenir très très cher et si on oublie de l'éteindre, on peut avoir des surprises en fin de mois. Donc là, il y a aussi toute une gouvernance qui se fait au niveau de vos équipes et qu'on peut vous apporter à travers ce service de FinOps. On nous propose aussi donc, ce qu'on appelle une brique de Cloud Assessment, qui est là pour effectivement étudier la faisabilité de votre projet de Move to Cloud ou d'accompagnement, par exemple. Donc, avec une analyse d'impact réseau, avec l'identification des enjeux de métier que vous pouvez avoir, aussi la vérification de la compliance licensing, qui peut être très, très important et avoir des impacts très forts pour vous et vos clients finaux, par exemple. Et on vous accompagne sur la présentation de solutions. Donc, typiquement, pour du multi-cloud, vous allez nous dire, voilà, moi, j'ai ce besoin-là. On va vous dire, voilà, dans tel cloud, ça peut être de telle manière, dans tel cloud, de telle manière. Nous, Digora, on est agnostique à ce niveau-là. On va vous proposer effectivement plusieurs solutions en vous présentant des tarifs, du macro-projet pour vous dire, voilà, de quelle manière aller, de comment y aller dans le cloud. En plus de cela, donc,
à la fin, finalement, que vous avez fini là, cette période de Cloud Assessment, de FinOps, qui peut être dans le run. On peut également vous apporter toute la brique de Cloud Opéré, donc comme on l'avait avant, qui se rajoute en plus du maintien en conditions opérationnelles, où on vous assure cette disponibilité du cloud et finalement l'interfaçage donc du cloud, du maintien en conditions opérationnelles et de vos équipes. Donc on va faire la gestion des demandes, on va s'occuper finalement de toutes les notifications, les événements que le Cloud Service Provider va peut-être vous demander. Typiquement, on a pu le voir, il peut y avoir des arrêts et des interfaces qui se stoppent et qui par rapport à ce que demande le Cloud Service Provider. Donc là, on va pouvoir vous alerter et gérer avec vous ces demandes et faites finalement votre point d'entrée unique entre le Cloud Service Provider et finalement le maintien en conditions opérationnelles qu'on va vous apporter. Donc pour aller un petit peu plus loin, donc effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous avons le replay également de la semaine dernière, donc pourquoi et comment créer un data lake dans le cloud. Et nous avons prochainement également un nouveau webinaire, donc comment sécuriser vos accès dans le cloud. Il n'y a pas de questions, donc écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Nos adresses mail sont indiquées effectivement ici sur ce slide. Vous aurez le webinaire et le replay d'ici quelques jours en replay pour effectivement le revoir. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne journée. Merci, au revoir.